Bonjour et bienvenue au voyage d'information 2.0 du Commissariat des Armées. La session portera sur le métier de commissaire des armées et les ancrages. Alors, donc pour faire assez bref, donc le métier de commissaire des armées, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un métier assez atypique et pour lequel on vous conseille réellement de vous renseigner. Alors, le commissaire des armées, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier, excusez-moi, c'est un professionnel qui a plusieurs casquettes. Donc, le commissaire des armées, c'est à la fois un officier qui est expert dans son domaine et qui est recruté pour ses qualifications techniques et managériales. C'est également un officier qui est acculturé aux armées, donc à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air, mais également au service, donc au service de santé des armées et à la direction générale de l'armement. C'est un officier qui est interarmé, donc ça, on va revenir dessus un petit peu plus tard. C'est-à-dire qu'il peut servir dans toutes les armées et services. Donc, il est recruté pour ses qualifications techniques, c'est-à-dire que le commissaire des armées peut être juriste, il peut être logisticien, il peut être contrôleur de gestion, il peut être acheteur, auditeur, il peut travailler dans les ressources humaines, dans le management des systèmes d'information et il peut également travailler dans les finances. Donc voilà, en fait, dès le recrutement, on recherche du commissaire qui soit compétent dans tous ces domaines et également qu'il ait des compétences en management et en commandement. Ça, c'est très important parce que le commissaire, il occupe des postes à responsabilité d'encadrement et il est amené à encadrer des équipes, qu'elles soient civiles ou militaires. Cet aspect de management et de commandement qui est très important à prendre en compte. Il est amené également à animer des équipes, à prendre des décisions et à conseiller le commandement. Pour la partie également interarmée, donc ça je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Donc le commissaire des armées, c'est un officier qui est interarmée, qui est engagé sous l'autorité du chef d'état-major des armées dans le soutien des forces armées. C'est-à-dire qu'il est au service de toutes les armées, des services. Il peut être affecté en métropole, en outre-mer, à l'étranger. Il peut être déployé en opération extérieure et en mission intérieure. Et il peut être présent au sein d'organisations internationales comme l'OTAN, l'ONU ou l'Union européenne. Il est acculturé, ça veut dire que sa formation d'ancrage, déjà, à l'école des commissaires des armées, alors, par rapport à la formation, pour certains, peut-être que vous êtes inscrits à l'autre session qui est proposée donc, demain et jeudi, donc à la scolarité qui sera relative à la scolarité à l'école des commissaires des armées. Donc ça, on abordera plus tard la question de la scolarité. Mais le commissaire des armées est formé dès sa scolarité à l'école à son ancrage qui lui permet en fait d'être immédiatement intégré au sein des unités opérationnelles, au sein de direction et d'état-major des armées. Voilà, en fait, son ancrage, ça va vraiment lui conférer la maîtrise des spécificités opérationnelles, humaines et organisationnelles de son armée ou service d'appartenance. Alors, je vais rapidement faire un point sur la manière dont on peut devenir commissaire des armées. Peut-être que la plupart d'entre vous, vous souhaitez passer les concours. Donc, effectivement, il y a la voie des concours. Donc, ça, pareil, ce sera l'objet de la session de demain ou de jeudi pour ceux qui sont inscrits à ces sessions. Donc, effectivement, il y a 3 voies pour devenir commissaire des armées. La voie des concours, la voie contractuelle par le biais de contrats de 1 an ou de 4 ans en tant qu'officier sous contrat. Alors, le commissaire, qu'il ait intégré le corps des commissaires des armées par la voie contractuelle ou par la voie des concours, il est formé à l'école des commissaires des armées. Donc ça également, on y reviendra un petit peu plus tard. Ce que vous devez savoir maintenant, c'est en vous engageant donc, en tant que commissaire de carrière, donc en passant le concours, vous vous engagez sur une formation de 2 ans à l'école. En vous engageant sur la voie contractuelle, donc sur les contrats de 4 ans, vous vous engagez sur une formation de 3 mois.
et sur une formation de 3 à 5 semaines si vous souhaitez devenir volontaire aspirant commissaire. Donc ça, ce sont des contrats de 1 an qui sont proposés. Alors, je ne m'attarde pas plus sur cet aspect-là. Je voulais vous parler également des carrières, affectations et déploiements des commissaires des armées rapidement. Et ensuite, je laisserai la parole aux commissaires qui se présenteront et qui présenteront leurs ancrages. Alors, au niveau des parcours de carrière, donc pour les commissaires de carrière, alors généralement, un commissaire de carrière va développer 2 à 3 expertises métiers au sein de sa carrière. C'est-à-dire qu'il peut passer d'une mutation à une autre sur un poste, par exemple, qui sera plutôt spécialisé dans le domaine juridique, à un poste qui sera plutôt d'orientation ressources humaines, par exemple. Donc voilà, il faut vraiment être conscient de cette polyvalence et de ne pas avoir peur des mutations qui généralement ont lieu tous les 3 ans. Et ne pas avoir peur donc, voilà, de cette polyvalence et d'être un petit peu touche à tout. Le début de carrière d'un commissaire de carrière est très important car il s'effectue au sein d'unités opérationnelles, donc au sein d'un régiment pour un commissaire d'ancrage terre, au sein d'une base aérienne pour un commissaire d'ancrage air, ou encore au sein d'un bâtiment de la Marine nationale pour un commissaire d'ancrage marine. Ça, c'est le choix de l'ancrage est vraiment très, très important pour le début de carrière parce que c'est vraiment cet ancrage qui va tracer votre début de carrière. Et je voulais vraiment m'arrêter sur ce point-là pour vous dire, donc pour ceux qui souhaitent passer le concours cette année, surtout veillez à classer les 5 ancrages dans votre choix d'ancrage. Ça, c'est très important. Ne partez pas sur une politique où vous choisissez uniquement un ancrage. C'est absolument pas conseillé parce que vous allez vous fermer des portes. Donc voilà, au moment de votre inscription au concours, veillez à bien classer vos 5 ancrages. Tous les ancrages ont leur intérêt. C'est ce qu'on va découvrir par la suite. Donc, veillez à respecter en tout cas ce conseil. Je vais simplement terminer également et vraiment insister sur le fait que le commissaire est avant tout un militaire. Pourquoi ? Parce qu'il peut être déployé en opération extérieure. Ça, c'est très important. Donc, vous pouvez être déployé sur des missions de 4 à 6 mois dès la première affectation et quel que soit l'ancrage. Vous pouvez également participer à des missions qui sont menées sur le territoire national. Donc ça, ce sont des missions intérieures, comme par exemple Sentinelle, où là, l'objectif, les missions, ce sera plutôt de la prestation de soutien, donc l'alimentation, l'hébergement, le transport de personnel, l'habillement, etc. Et ce qui est très important à savoir aussi par rapport à ça, c'est qu'en moyenne, un commissaire est projeté 2 à 3 fois au cours de sa carrière. Donc ça, c'est vraiment une très grande moyenne. Ça dépendra des commissaires. C'est bon à savoir. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer la main donc au commissaire principal Anne-Laure. Merci, bonsoir à tous. Donc, le commissaire principal Anne-Laure. Je suis pour ma part issue du concours externe sur épreuve que j'ai passé en 2009 et à l'issue duquel j'ai choisi l'ancrage terre, qui était un choix, donc que j'ai choisi avec grand plaisir et je confirme que je ne suis pas déçue. En termes de parcours, même si les choses ont un peu changé depuis, j'ai un parcours qui ressemble peu ou prou à ce qui se fait actuellement pour un commissaire d'ancrage terre, c'est-à-dire que j'ai commencé dans l'armée de terre, donc j'ai fait 2 ans en régiment à Épinal, où j'étais au bureau opération instruction, donc il n'y avait pas encore les sections de coordination administration budgétaire, mais j'étais déjà sur toute la partie soutien, budget, ce qui ressemblait un petit peu à ce qui existe actuellement. Après, je suis partie 3 ans en séjour, donc outre-mer. J'étais au régiment de service militaire adapté de Polynésie française, où j'ai fait pendant 1 an adjoint directeur administratif et financier. Et puis par la suite, donc pendant 2 ans, j'ai été directeur administratif et financier à part entière. Donc là, j'étais chef de service dans un régiment qui faisait de la formation professionnelle au profit de la jeunesse polynésienne. Ensuite, au retour, j'ai intégré le SCA, donc ce qui correspond là aussi au parcours assez classique. Donc j'ai fait 1 an
au groupement de soutien du personnel isolé, donc là où j'étais en charge de tout ce qui est soutien des missions de défense et des postes OTAN et Union européenne. Et puis ensuite, je suis passée par la gestion RH des commissaires d'ancrage terre, donc tout ce qui est attrait aux mutations, aux préparations de l'avancement pour les commissaires d'ancrage terre. Et depuis 1 an et demi, je suis maintenant toujours dans le SCA, chef de pôle du groupement de soutien de la base de défense Angers-Le Mans-Saumur, et plus spécifiquement en charge de la plaque sartoise, donc du soutien d'un régiment de l'armée de terre et d'un lycée militaire qui est armée de terre aussi. Donc, tout ça pour dire que tout au cours de ma carrière, pour le moment, j'ai toujours été en lien avec l'armée de terre, même dans les postes à dominante plus interarmée. Alors, pourquoi avoir choisi l'armée de terre? Parce que ça correspondait à l'idéal que je me faisais de l'armée. Et pourquoi commissaire? Parce que je voulais pouvoir concilier et servir mon pays et un engagement militaire, et à la fois avoir un poste d'administration qui correspondait plus à mon profil, puisque j'ai intégré le concours avec une licence en droit. À mon sens, ce qui est important quand on choisit l'armée de terre, c'est d'avoir conscience qu'on attend, nous, avant tout, d'être un officier, puisque un commissaire est avant toute chose un officier. Donc, on fait du commandement hein, dès son premier poste, et puis ça va en augmentant, donc avec des équipes plus ou moins importantes. Hein. J'ai commencé avec des équipes de 2-3 personnes, et désormais, j'ai une équipe de 90 personnes. Ensuite, on attend, quand on choisit l'ancrage terre, il faut s'attendre aussi à de la rusticité. Alors, toute proportion gardée, bien évidemment, mais c'est ce qui est attendu, et c'est ce que j'ai pu constater de mes différents chefs, qui soient commissaires ou chefs de l'armée de terre à part entière. Voilà, ils attendent que leur officier cherche à donner le meilleur de soi-même, pas forcément à être un sportif aguerri et le meilleur d'entre tous, mais en tout cas qui cherche à se dépasser. C'est vraiment le dépassement de soi qui est particulièrement important, ainsi que l'esprit de cohésion, qui est tout particulièrement présent au sein de l'armée de terre, où on apprécie tout particulièrement d'avoir une cohésion à tous les niveaux, c'est-à-dire avec ses pairs, mais aussi avec ses subordonnés, et en tout temps. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a la phase projection. Donc, j'ai pu faire une projection durant ma première affectation. Alors, je n'ai pas fait une projection en tant que commissaire. Je suis partie avec mon régiment, où j'étais projetée au Liban et où j'étais sur des fonctions très opérationnelles, puisque j'étais au centre opération, mais avec la possibilité pour moi, parce que c'était un souhait de mes chefs, d'être en lien aussi avec les commissaires qui étaient projetés, donc de voir un peu comment fonctionnait le soutien en opération, et j'ai vu les deux côtés de la barrière. Et sur la partie territoire national, là aussi, j'ai pu vivre une expérience sur Vigipirate à l'époque, puisque ce n'était pas encore Sentinelle. Alors, je n'étais pas chef de section, même si ça aurait pu tout à fait se faire, mais j'étais officier de liaison entre la préfecture de police et l'état-major avec lequel j'étais projetée. Et là aussi, on était à la fois sur de l'opérationnel et en charge du soutien. Voilà. Ensuite, pour resituer peut-être un peu la place qu'a le commissaire au sein de l'armée de terre, il faut savoir que les forces de l'armée de terre apprécient tout particulièrement les commissaires, notamment l'expérience et l'expertise qu'on peut avoir. Et je confirme ce qui a pu être dit sur le fait que certes, on a des dominantes. Donc, pour ma part, c'est plutôt RH et administration générale. Mais on a vraiment cette image de polyvalence, et c'est ce qui est recherché. C'est qu'on doit être capable de trouver des solutions dans tous les domaines qui peuvent relever du commissariat, et on doit être en mesure de pouvoir conseiller au mieux le commandement, que ce soit notre commandement direct ou les unités qu'on peut soutenir. Voilà ce que je pouvais vous présenter sur l'ancrage terre et les différentes contraintes qui peuvent exister, et surtout ce pourquoi, voilà, ce qu'on attend de nous tout particulièrement dans l'armée de terre. Très bien. Merci beaucoup, commissaire principal. Alors, on va passer à l'ancrage marine, donc avec le commissaire principal Alexis. Oui, bonjour à tous. Je suis le commissaire principal Alexis, donc je suis d'ancrage marine. Et moi, ma carrière de commissaire a démarré il y a presque 15 ans, quand je suis sorti de l'École supérieure de commerce de Paris, dont j'ai été diplômé en 2006. J'avais besoin de mettre du sel dans mon avenir.
J'avais besoin de donner du sens à ce que j'avais appris en école de commerce. Je ne me voyais pas forcément passer toute ma vie dans une tour à la Défense à faire de l'audit. Et du coup, j'ai cherché à concilier le goût qui avait été le mien pour mes études de commerce, au sens de la gestion et de l'administration, et le milieu maritime qui m'attirait déjà depuis quelques années, essentiellement pour des raisons personnelles. Et c'est ce qui m'a poussé à me présenter au recrutement sur titre du concours de commissaire que j'ai donc intégré le corps en 2006. J'ai ensuite suivi un parcours tout à fait classique pour un commissaire d'ancrage marine après mes 2 ans de scolarité à l'école du commissariat, incluant 5 mois et demi de mer sur le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc dans le cadre de la campagne d'application. J'ai rejoint la frégate de surveillance Floréal en première affectation. C'est une frégate de surveillance qui est basée à La Réunion, dont j'étais le commissaire, le chef du service commissariat. La caractéristique du Floréal, c'est que c'est un petit bateau et que le commissaire est le seul à maîtriser les domaines de l'administration à la tête d'un service commissariat qui compte une quinzaine de marins. Et l'intérêt des frégates de surveillance, c'est qu'elles naviguent outre-mer, donc dans des eaux qu'on imagine facilement turquoises, et elles le sont effectivement. En rentrant de La Réunion en 2010, j'ai rejoint la frégate de défense aérienne Forbin, qui est ce que la marine appelle une frégate lourdement armée, qui est basée à Toulon, qui fait de la défense aérienne, avec laquelle j'ai beaucoup navigué pendant 2 ans. Donc, à nouveau, comme chef du service commissariat, sachant que, petite particularité des commissaires d'ancrage marine, sur le Floréal comme sur le Forbin, j'étais chef du service commissariat, certes, c'est mon cœur de métier, mais j'étais aussi capitaine de compagnie, c'est-à-dire que j'encadrais une quinzaine de marins sur le Floréal et une trentaine sur le Forbin. Mais par-dessus tout ça, j'étais actif dans la vie opérationnelle du bord, puisque j'étais chef du quart en passerelle. Donc la passerelle, c'est de là qu'on pilote, qu'on conduit les opérations qui sont menées par le bateau. C'est l'un des centres névralgiques des bâtiments à la mer, et j'en garde énormément de souvenirs excellents et forts sur lesquels je pourrais revenir si vous le souhaitez un petit peu plus tard. En 2012, j'ai rejoint la future école des commissaires des armées, qui n'était alors qu'un petit noyau que nous avons monté pendant 1 an autour de son premier directeur, de 2012 à 2013. Et en 2013, on m'a confié la responsabilité de la première promotion de commissaire interarmée de l'école, la promotion première ligne, que j'ai eue pendant 2 ans comme commandant de promotion. En 2015, les circonstances m'ont amené à rejoindre le cabinet du chef d'état-major des armées, qui était le général de Villiers, pour lequel j'ai travaillé directement pendant 2 ans. J'étais un des 4 assistants militaires du chef d'état-major des armées. Le rôle des assistants militaires, c'est de préparer et d'accompagner le CEMA dans tous ses déplacements, dans toutes ses réunions, dans tous ses dossiers, dans toutes ses prises de décision. Tout ce que fait le CEMA est réparti entre ces 4 assistants militaires, et j'étais l'un de ces 4 assistants militaires, ce qui demande évidemment beaucoup d'exigences, beaucoup de rigueur professionnelle et intellectuelle, mais qui est évidemment très enrichissant. Quand on côtoyait le chef d'état-major des armées, le premier des militaires, quasiment tous les jours, c'est évidemment particulièrement riche. En 2017, j'avais exprimé le souhait de revenir sur les bateaux, et c'est ce qui m'a amené sur le porte-hélicoptère amphibie Mistral, qui est basé lui aussi à Toulon. Donc j'ai servi pendant 2 ans comme chef du service commissariat, comme capitaine de compagnie, d'une compagnie de 35 marins, et avec lequel j'ai à nouveau beaucoup navigué dans d'autres zones, plutôt du côté de l'Afrique avec le Mistral, alors qu'avec le Forbin et le Floréal, j'avais plutôt navigué en océan Indien et en Méditerranée. Et en 2019, j'ai rejoint l'école de guerre qui est basée à Paris, dont j'avais passé le concours 1 an plus tôt. J'ai passé 1 an à l'école de guerre avant de rejoindre en 2020 le groupement de soutien de la base de défense de Toulon, où je suis l'adjoint du chef de pôle Toulon base navale. Le pôle Toulon base navale, c'est une structure de 700 personnels civils et militaires qui délivrent toutes les prestations, qui produisent du soutien
au profit de la base navale et d'un certain nombre d'unités qui sont dans la sphère, dans le périmètre toulonnais. Et donc, je suis le numéro 2 de ce service, avec de nombreuses responsabilités humaines, en plus des responsabilités métiers qui sont les nôtres. Voilà, ce que je peux retenir de ces années, de ces 14 ou 15 premières années de service comme commissaire, c'est évidemment d'abord le volet opérationnel. J'ai cumulé plus de 1000 jours de mer depuis le début de ma carrière. Un jour de mer, c'est un jour où on se lève en mer et on se couche en mer. Donc, ça ne comprend pas les jours d'escale. Et c'est 1000 jours de mer dans des missions extrêmement variées qui m'ont amené du très grand sud de l'océan Indien jusqu'à la côte américaine. Voilà, c'était ce que je retiens de des années d'embarquement, notamment, qui sont quand même la caractéristique des premières années des commissaires d'ancrage marine. C'est un goût pour le soutien au plus près des forces. Quand on est sur un bateau, quand on est chef du service commissariat d'un bateau, eh ben, on est responsable directement auprès de son commandant de la qualité du soutien qu'on fournit à l'unité, c'est-à-dire de tout ce qui relève de l'alimentation, de l'administration, de la logistique, aussi bien la logistique courante que la logistique des rechanges navals, et tout un tas d'activités encore plus variées qui touchent au droit de la mer, aux relations publiques. Voilà, donc du coup, un goût pour le soutien au plus près des forces. Je retiens également des années embarquées, les responsabilités humaines qui ont été les miennes, puisqu'à 24 ans, j'étais chef du service commissariat d'une frégate d'une centaine de marins, et mon service comptait 14 marins. C'est-à-dire qu'à 24 ans, j'étais le chef de 14 marins. Voilà, gros modo, les caractéristiques de l'ancrage marine. Sur les difficultés de l'ancrage marine, j'en vois 3 que je vais balayer assez rapidement, mais sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez. La singularité de l'ancrage marine, c'est qu'on part loin, longtemps et en équipage. Loin, on part loin et longtemps. Donc, évidemment, ce n'est pas complètement anodin pour la vie de famille. Je suis moi-même marié et père de famille. Mais quand on part à l'autre bout du monde, pour une durée de 3, 4, 5 mois, 5 mois et demi même, c'est pas dingue, ça se prépare. Et c'est 5 mois et demi pendant lesquels on n'est pas à la maison. Enfin, équipage, parce que quand on est 100 sur une frégate de surveillance ou 250 sur un porte-hélicoptère amphibie, et on voit tous les jours les mêmes têtes pendant toute la journée. Et ça demande de cultiver une vraie qualité relationnelle dans cet environnement un peu singulier, mouvant, qu'est le monde embarqué. Donc, première difficulté éventuelle, loin, longtemps et en équipage, c'est la vie embarquée. Deuxième singularité, le commissaire exerce des fonctions opérationnelles dans le cadre de son métier embarqué, ce qui demande quand même de ne pas avoir d'allergie définitive à l'égard des sujets scientifiques. Quand on est chef du car en passerelle, quand on est officier de car aviation, quand on est officier de garde et qu'on se préoccupe de la stabilité du bateau à quai, ça demande une petite appétence pour les choses scientifiques, pas forcément d'être scientifique, enfin, je n'ai même pas un bac scientifique, mais en tout cas de ne pas être fermé complètement au domaine des sciences. Et enfin, troisième difficulté de l'ancrage marine, peut-être l'incertitude. Le propre des unités de la marine, c'est qu'elles partent parfois sous très court préavis. Et justement, cette incertitude, ne pas pouvoir planifier les vacances dans 3 ou 4 mois, c'est pas anodin et c'est une des caractéristiques de l'ancrage. Voilà, 15 ans plus tard, évidemment, je suis très heureux de ce que j'ai fait. Enfin, si ça refaire en sortant de l'ESCP, je referais exactement le choix parce que j'aime la mer, j'aime faire un métier d'administrateur proche des opérations et de la mer. Voilà, mais je pourrais revenir dessus si vous le souhaitez tard. Merci. Merci, monsieur le commissaire principal. Là, je vais laisser la parole donc à la commissaire principale Claire qui va se présenter et présenter l'ancrage R. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis la commissaire principale Claire. Donc, je suis d'ancrage armée de l'air et de l'espace désormais.
Moi, je suis issue du concours de recrutement externe, concours sur épreuve, que j'ai passé en 2008. J'avais fait le choix, en premier choix, de l'armée de l'air. Pourquoi à l'époque? Puisque c'est aussi un monde un peu de passionnés. J'aimais beaucoup l'aviation, le monde de l'aéronautique. Et puis, c'était, selon moi, un des ancrages qui correspondait mieux à ma personnalité, à savoir plutôt travailler dans un monde en 3 dimensions avec une réactivité des unités à soutenir et puis une diversité des missions qui sont confiées à l'armée de l'air de par la pluralité des escadrons et du matériel présent dans l'armée de l'air. Donc moi, je suis vraiment juriste de formation. J'ai fait des études de droit pour passer le concours. Et pourquoi donc je me suis orientée vers ce concours-là? Parce qu'en fin de mes années universitaires en Master 2, j'ai fait un stage de fin d'études en cabinet préfectoral et j'ai beaucoup aimé travailler dans le cœur des domaines administratifs, mais j'avais envie d'avoir ce dynamisme, j'avais soif de voyage, de découvrir le monde, de découvrir des unités opérationnelles et puis j'avais aussi le sens du service public et j'avais envie de donner un sens à mon travail, à savoir servir l'intérêt général et une cause en fait qui nous dépasse finalement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi donc le commissaire d'ancrage R à cette époque-là. Donc à l'issue de mes 2 années de formation à l'école des commissaires de l'air, qui n'était pas encore interarmée à l'époque, j'ai été affectée sur la base aérienne de Cayenne pendant 2 ans, où j'étais chef des services gestion synthèse, donc le cœur de l'administration sur une base aérienne de 2010 à 2012. Et pendant cette période-là, les armées s'interarmisaient déjà. Donc, j'ai participé aussi à la création du groupement de soutien de la base de défense de Cayenne qui réunissait toutes les fonctions socles d'administration pour les interarmiser entre l'armée de terre, la marine et puis l'armée de l'air. Donc, c'était une période assez dense au niveau administratif puisque beaucoup de processus étaient à recréer et je faisais partie de ces groupes de travaux de création administrative. En plus de cela, j'avais déjà une équipe de 24 personnes qui étaient sous mes ordres. Donc, un petit peu comme le commissaire Alexis, j'avais 24 ans et j'avais 24 personnes sous mes ordres. Donc, c'est aussi un challenge en termes de management. Et puis, on a très, très vite des responsabilités importantes malgré notre âge. Et là aussi, de la même façon, je me suis retrouvée avec du personnel à commander, à gérer, à manager, qu'il soit de recrutement local, donc guyanais, ou bien des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience et d'ancienneté dans le poste, qui pouvaient avoir effectivement l'âge de mes parents. Donc là aussi, c'était un vrai travail de responsabilité qui est très, très important. Et le métier de commissaire est vraiment un des métiers où très vite, on nous donne une légitimité pour pouvoir assurer ces postes de commandement. Voilà. En plus, la base aérienne de Cayenne, elle est toujours engagée dans des missions permanentes. Donc, c'est un petit peu comme ce qui a été dit aussi, on participe à des missions qui ne sont pas forcément des missions en opération extérieure, mais qui sont des missions sur le territoire français. Donc, en Guyane, eh bien, il y a la lutte contre l'orpaillage clandestin, donc la lutte contre les personnes qui vont chercher de l'or de façon illégale sur le territoire français. Et donc, en tant que commissaire, on vient en appui des escadrons qui font du transport pour aller sur ces sites et déloger ces travailleurs illégaux. J'ai participé aussi à l'opération Titan, qui en fait est le soutien administratif d'un escadron d'hélicoptères, pour l'armée de l'air en tout cas, qui vient faire une bulle de protection aérienne à chaque tir-fusée sur le site de Kourou. Donc, il y a à peu près un tir fusée par mois parce qu'il y a plusieurs pas de tir. Donc, à chaque fois, c'est mettre en place des soutiens pour pouvoir permettre à l'armée de l'air d'assurer cette mission-là. Donc, là aussi, de façon très régulière, nous étions engagés dans les opérations permanentes qui sont présentes sur le territoire guyanais. Donc, ça a été 2 ans forcément très riches, très professionnalisantes, où j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la logistique et du transport, forcément parce que je soutenais des escadrons d'hélicoptères, mais aussi parce que le territoire guyanais est isolé de la métropole, donc beaucoup de matériel viennent de la métropole par des transporteurs privés ou autres. Et je me suis spécialisée naturellement dans ce domaine-là, ce qui m'avait valu à l'issue, à partir de 2012, d'être affectée
dans un service qui s'occupait de l'externalisation des marchés de transport et de logistique. Et donc là, j'étais responsable du contrôle de la légalité de ces marchés-là. Donc vraiment un poste de création juridique, de montage contractuel complexe. Lorsque l'armée n'arrive plus à faire ses propres transports par ses moyens patrimoniaux, nos propres aéronefs, et là c'était un poste interarmé, donc c'était même nos propres véhicules terrestres ou nos bâtiments de la marine, et bien dans ce cas-là, on passe des marchés publics avec des sociétés privées pour leur confier une mission de service public, à savoir transporter notre matériel ou nos hommes dans n'importe quel endroit du monde qui est justifié par la mission. Donc là, c'était vraiment le poste qui permettait de faire le trait d'union entre les unités opérationnelles à soutenir et puis le monde civil, donc un métier d'acheteur qui est très, très polyvalent. À l'issue de ces 3 années, j'ai été affectée en groupement de soutien de base de défense à Istres Orange Salon en tant que chef du service achat finance. Donc là, vraiment spécialisée dans des matières achat et suivi de l'exécution financière. Là aussi, j'avais eu entre 30 et 40 personnes sous mes ordres. Donc là, je suis revenue à un poste beaucoup plus polyvalent et de gestion de personnel. Et à l'issue, j'ai été affectée en 2019 en tant que référent pédagogique à l'école des commissaires des armées, où je crée des programmes pédagogiques en achat et en finances publiques. La particularité de mon poste, c'est que par rapport à mon soutien de l'armée de l'air, je me suis un petit peu spécialisée dans la logistique et le transport, ce qui m'a permis aussi de servir des unités de d'autres armées, donc bien sûr l'armée de l'air, mais aussi de d'autres armées, notamment en opération extérieure, où j'ai servi l'armée de terre à la mission logistique de Douala, au Cameroun, et puis je suis partie en opération extérieure également en Irak avec la Légion étrangère. Parce que je me suis spécialisée en dehors de mon ancrage. Et puis, la particularité des commissaires de l'armée de l'air, c'est que, un petit peu comme la marine, on est parfois intégré au cœur des escadrons. Et les escadrons, peu importe d'hélicoptères, d'avions de chasse ou autres, partent faire des missions d'entraînement ou des missions de rayonnement en Europe, mais aussi en dehors de l'Union européenne. Et dans ce cas-là, le commissaire, il est intégré à part entière dans la vie de l'escadron, comme un technicien, comme un mécanicien. Il va permettre de faire l'administration et le suivi juridique et financier qui va permettre à cet escadron de vivre. Donc, il va partir avec eux dans le déploiement. Donc, ce qui m'a valu notamment de suivre la patrouille de France lors d'une mission de représentation qui a eu lieu en 2017. Je suis partie donc avec cet escadron-là pour aller faire une mission de représentation aux États-Unis. Et donc là, la particularité, c'est que ce sont des aéronefs qui vont très vite, donc ça demande une très bonne réactivité. Et je dirais que le métier de commissaire ancrage air, c'est avant tout quelqu'un qui maîtrise bien les fondamentaux en achat, finance et logistique, également en droit aérien, pour permettre en fait de trouver rapidement des solutions de gestion et de soutien-vie des escadrons. Comme les aéronefs vont très vite d'un point A à un point B, ça demande vraiment une réactivité. Et les points forts d'un commissaire de l'armée de l'air, c'est, je le répète, c'est une forte gestion du stress, donc bien gérer le stress puisque la mission doit se faire très rapidement, être très très polyvalent, aimer voyager également, puisque si on a une aversion au voyage, c'est sûr que du coup on va être un petit peu moins proche des escadrons. Et puis pour moi ce sont les grandes qualités. Les points faibles qu'il peut y avoir, forcément des points un petit peu plus des difficultés que j'ai pu rencontrer ou qu'on peut rencontrer dans le monde de l'armée de l'air, c'est justement un petit peu le corollaire de cela, c'est-à-dire que parfois on peut partir pendant 7 semaines à 4 mois avec des escadrons, donc là aussi avoir une forte disponibilité et puis être toujours dans une remise en cause de ses acquis, puisque c'est une armée qui évolue énormément de par l'aspect opérationnel. D'ailleurs, elle a changé de nom l'été dernier puisqu'on est armée de l'air et de l'espace. Donc les problématiques qui sont en lien avec l'armée de l'air évoluent énormément, ce qui nécessite au commissaire d'être dans cette évolution-là et d'aborder l'armée de l'air dans sa 3 dimensions avec une adaptation toujours plus importante des aéronefs aux problématiques sécuritaires actuelles. Donc personnellement, moi je ne regrette pas non plus mon choix d'ancrage puisque ça m'a permis de concilier un métier administratif, de me faire voir aussi un domaine de la logistique que je ne connaissais pas et qui m'a énormément intéressée. Et j'ai pu aussi avoir beaucoup voyagé par cette affectation-là, tout en maintenant une vie
une vie de femme de 35 ans avec une famille, en arrivant à tout concilier. Et je pense que les missions de l'armée de l'air sont entre, comme je disais, 7 semaines et 4 mois, et que c'est complètement compatible avec une vie privée classique de quelqu'un qui ne serait pas dans l'armée. Voilà, donc j'en ai fini. S'il y a des questions, pareil, je reste disponible pour y répondre. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame la commissaire principale, pour votre présentation. Donc, on va passer à l'ancrage santé avec le commissaire principal, Jérôme. Oui, bonsoir à tous. Je suis donc le commissaire principal Jérôme. Je suis actuellement affecté à la direction centrale du service de santé des armées. Avant de vous présenter l'ancrage de santé, je vais d'abord présenter ma carrière professionnelle. Je suis maintenant militaire depuis une vingtaine d'années. En effet, en 2000, diplômé d'un Master 2 analyste comptable et financier, j'ai l'opportunité d'intégrer l'hôpital d'instruction des armées des Genettes en tant qu'officier sous contrat au poste de chef de la cellule d'analyse et de gestion. Donc c'est dans ce cadre-là que je découvre l'univers, bien sûr, militaire, dans lequel elles sont les instructions des armées, mais aussi l'univers hospitalier, l'univers de la santé publique. J'assure le suivi de l'activité de l'hôpital, la mise des contrats d'objectifs et de moyens entre les chefs d'établissement, entre le chef d'établissement et les chefs de service. Et puis, je participe à l'élaboration du tableau de bord du médecin-chef. Voilà. Je suis un véritable conseiller auprès de l'EF, en lien avec le gestionnaire qui est son conseiller. Voilà. C'est donc à cette occasion que je découvre ce qui fait la particularité de l'ancrage santé, c'est-à-dire à l'univers militaire et le monde de la santé. Et en 2004, je réussis le concours de l'école militaire du corps technique et administratif, où je passe 2 années de formation. Et la première année à l'école militaire du corps technique et administratif à Quidan, et la deuxième année où je fais mon l'école d'application, où j'apprends la base de la santé publique à l'école du Val-de-Grâce. Voilà. À l'issue de cette formation en 2006, eh bien, je choisis d'être affecté à la direction des approvisionnements en produits de santé des armées en tant que chef de la cellule d'analyse de gestion et indicateur de performance. C'est l'occasion pour moi d'assurer mon métier de contrôleur de gestion en actualisant et en actualisant les tableaux de bord. Voilà, je suis appelé à servir au sein de la direction centrale du service santé des armées en tant qu'adjoint au chef de bureau stratégie cohérence synthèse de la division performance synthèse. C'est l'occasion pour moi de participer à la coordination de la transformation du service santé des armées, de contribuer aux études prospectives et au suivi des différentes audits. Je participe également à l'élaboration des réponses aux questions parlementaires. En 2013, on me propose d'être officier adjoint au chef de cabinet du directeur central. Voilà. J'effectue 3 années au sein de ce poste. J'assure la coordination et le management des activités du directeur central, la gestion du protocole et des relations publiques officielles. J'ai accompagné le directeur central dans tous des déplacements nationaux, mais aussi internationaux, ce qui m'a permis de découvrir l'environnement otanien que je ne connaissais pas et qui m'a permis de voir comment fonctionnaient les autres armées. À l'issue de cette affectation, eh bien, en 2016, je suis affecté au sein de l'hôpital d'instruction des armées Percy, en département financier et pilotage donc de cet hôpital. Et à cette occasion, je manage une équipe de près de 70 personnes et je participe à l'élaboration de tous les grands projets de l'hôpital. Entre-temps, en 2014, à la dissolution de mon corps, le corps des CTA, je postule à l'intégration dans le service du commissariat des armées et je suis intégré en 2015 en tant que commissaire principal. En 2019, je suis le chef de la cellule pilotage de l'adjoint ressources au sein de la direction centrale du service santé des armées sur un périmètre assez important qui va du suivi des ressources humaines, du suivi financier et budgétaire et du suivi capacitaire opérationnel. Voilà.
Je participe dans ce cadre à l'élaboration d'éléments de langage transverses à destination du directeur central, mais aussi de l'état-major des armées. J'ai eu l'occasion en 2009 de réaliser une opération extérieure de 5 mois en Afghanistan en tant qu'adjoint du commandant santé, du COM santé du théâtre Héraclès Pamir. Ça m'a permis d'avoir une mission opérationnelle donc en Afghanistan au profit des militaires et d'assurer une bonne prise en charge des patients afin qu'ils se rétablissent opérationnels. Je suis diplômé de l'enseignement militaire supérieur de deuxième niveau après avoir réussi le brevet technique du SSA en 2015, ce qui m'a permis de suivre une partie de la formation des directeurs d'hôpitaux au sein de l'école des hautes études de santé publique à Rennes, le HESP. Voilà en ce qui concerne les grandes lignes de ma carrière. Maintenant, je vais essayer de présenter l'ancrage santé pour en parler. L'ancrage santé suit l'organisation du service santé des armées, c'est-à-dire que l'on trouve des commissaires dans toutes les grandes composantes du service, que ce soit dans la filière des hôpitaux, au niveau de la médecine des forces, de la direction du ravitaillement médical, mais aussi au niveau de la chaîne de la formation et de la recherche. Voilà. Dans ces conditions, pour moi, le commissaire est un acteur incontournable du service santé des armées. Quelles sont les possibilités d'affectation à la sortie de l'école? Majoritairement, les affectations se font au niveau du service santé des armées et elles durent à peu près entre 3 et 4 ans, généralement 3 ans. Il existe 2 possibilités, dont le premier est une affectation en HIA, dans l'un des 8 hôpitaux militaires, à la tête d'une équipe de travail pluridisciplinaire. C'est l'occasion d'avoir une responsabilité managériale. Généralement, on commande 10 à 40 personnes de civils et militaires et on peut travailler dans plusieurs services comme la facturation des soins, comme la restauration hospitalière, au niveau des moyens généraux. On peut être conseiller juridique, on peut, comme moi, faire du contrôle de gestion, suivre l'exécution financière. Vous voyez, il y a énormément de spécialités au sein de l'hôpital. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, en première affectation, c'est de travailler dans un centre médical des armées. Le commissaire peut alors intégrer un poste en médecine d'unité et il occupe des fonctions transverses de pilotage et de responsabilité managériale. Pour type d'un commissaire d'ancrage santé, donc je vous l'ai dit, la première affectation, elle dure 3 ans. En tant que chef de service, soit dans un HIA, soit au niveau d'un CMA. Par la suite, le commissaire peut occuper un poste de spécialiste au sein de la direction centrale du service santé des armées ou intégrer un établissement ravitailleur. Voilà. En tant qu'officier interarmées, il peut également rejoindre le service du commissariat des armées dans un groupe de soutien de base de défense, par exemple, en tout cas sur un poste de soutien. Voilà. La possibilité, il y a une forte possibilité de partir en opération extérieure durant la carrière. Alors, il y a 2 choix. Soit être adjoint au directeur interarmée du service santé des armées ou bien sur des postes interarmées de soutien en opération extérieure. Voilà, en conclusion, écoutez, un petit peu comme à l'instar des autres, je ne regrette pas, moi, mon choix de l'ancrage santé. Tout au long de ma carrière, je me suis épanoui et cette spécificité ne m'empêche pas, bien au contraire, d'aller dans les autres ancrages, et ce qui me permet de prendre et de récupérer une expérience qui peut me servir au niveau du service santé des armées. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je me tiens prêt à répondre à vos questions si nécessaire. Merci. Le commissaire principal pour votre présentation et la présentation de l'ancrage santé. Alors, avant de passer aux questions, donc on va terminer cette petite présentation des ancrages par une présentation de l'ancrage armement. Donc, c'est le commissaire principal Romain qui va prendre la parole dès maintenant. Bien, bonsoir et merci. Je vais conclure cette présentation des différents ancrages en vous présentant l'ancrage armement, c'est-à-dire celui de la Direction générale de l'armement. La Direction générale de l'armement, qui n'est pas l'institution forcément la plus connue du ministère des Armées, c'est un des 3 grands piliers du ministère, au même titre que l'état-major des armées et le secrétariat général pour l'administration.
Donc, à la tête de la Direction générale de l'armement, il y a un des 3 grands subordonnés du ministre, en l'occurrence le délégué général de l'armement. La DGA, elle a été créée en 1961, donc on fêtera cette année ses 60 ans d'existence. Et c'est une institution dont le cœur de métier, c'est d'équiper les forces armées. C'est-à-dire que la DGA recueille le besoin des forces en termes de matériel, de systèmes d'armes, et traduit ça en termes techniques, en termes contractuels, pour faire l'interface entre les forces armées d'une part et les industriels de l'armement. Donc la finalité de la DGA, c'est de passer des commandes aux industriels de l'armement pour doter les forces armées des équipements dont elles ont besoin. La DGA, elle travaille évidemment au profit des 3 armées, terre, air, mer, et à ce titre, elle pilote les programmes d'armement, c'est-à-dire depuis leur conception, depuis les études amont de conception des matériels qui équiperont les forces armées, jusqu'à leur démantèlement. Donc là, vous imaginez bien qu'on parle de dizaines et de dizaines d'années qui s'écoulent entre la conception d'un matériel, son entrée en service, son utilisation et son retrait de service. Pour faire tout ça, la Direction générale de l'armement, elle est structurée en unités de management, un petit peu ce qu'on connaît dans le privé sous le vocabulaire business unit. Encore une fois, son objectif et l'objectif de chacune des unités de management de la DGA, qui sont spécialisées dans chacun des grands domaines, aéronautique, naval, terrestre, etc., c'est d'acquérir les équipements et de les livrer aux forces armées. Le rôle de la DGA, c'est aussi d'être toujours en pointe dans le domaine de l'innovation, pour capter l'innovation, pour comprendre quelles seront les technologies de demain et comment ces technologies seront utilisées dans les systèmes d'armes du futur. Donc voilà, le volet prospectif de l'action de la DGA. Et son rôle, c'est également une action internationale, puisque la DGA, elle soutient les industriels nationaux dans leur démarche export, donc lorsque les industriels nationaux souhaitent exporter de l'armement à des pays étrangers. Tout ça, ça fait de la DGA le premier investisseur de l'État en termes de volume financier. La DGA, c'est le premier acheteur de l'État. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, c'est 13,4 milliards d'euros de commandes qui ont été passées à l'industrie. Donc vous imaginez l'importance et le rôle crucial de la DGA dans le soutien de ce qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense, c'est-à-dire dans le maintien de la souveraineté des compétences industrielles nationales. Outre ces 13 milliards et demi de commandes passées à l'industrie, il y a également eu 900 millions d'euros d'investissement dans le domaine de l'innovation pour soutenir le rôle dont je vous parlais tout à l'heure de captation et de soutien de l'innovation. La DGA compte environ 10 000 personnels, civils et militaires. Elle est implantée sur 18 sites différents. Les grandes directions de la DGA sont à Paris, à Ballard, sur le site du ministère des Armées. Mais il y a également des entités de la DGA un petit peu partout sur le territoire. C'est ce qu'on appelle les centres d'essai de la DGA, puisque la DGA a une expertise extrêmement forte et extrêmement précieuse pour réaliser en interne de la DGA des essais sur les matériels militaires. Donc vous trouvez, outre les implantations parisiennes, des centres d'essai de la DGA à Cherbourg, à Rennes, à Biscarrosse, à Toulouse, Toulon, etc., avec un maillage finalement assez dense du territoire national. Pour ce qui me concerne, donc j'ai intégré la DGA après mes études. Je suis diplômé en droit. J'ai fait ma première année de master en Angleterre au cours d'une année Erasmus. Et ensuite, j'ai fait ma deuxième année de master en droit des affaires en France. J'ai passé un concours externe qui n'existe plus maintenant, mais qui s'appelait le concours du corps technique et administratif. Et mon choix s'est porté sur l'armement. Ça, c'était en 2008, puisque à l'époque, la DGA n'avait pas de commissaire aux armées. Elle avait, pour ce qui était des officiers administrateurs, elle avait des corps techniques de l'armement.
En 2014, comme vous l'expliquait le camarade de la santé, le corps des commissaires techniques a disparu. Donc, c'était le cas également pour les officiers des corps de l'armement. Et donc, nous avons intégré le corps des commissaires aux armées avec cet ancrage armement. Donc, la particularité des commissaires armement qui ont intégré jusqu'en 2008, c'est qu'on avait à l'origine un statut différent. En revanche, les camarades plus jeunes qui ont intégré après 2008 ont intégré directement le corps des commissaires aux armées avec l'ancrage armement, comme vous l'apprêtez à le faire pour ceux qui choisiront cet ancrage. Au cours de ma formation d'élève officier donc à la DGA, j'ai passé un Master 2 en management stratégique des achats à l'IAE, puisque la DGA nous faisait passer un Master 2 dans un domaine dans lequel on allait commencer notre carrière. Donc pour ma part, j'avais choisi les achats. Donc c'était un M2 en alternance et j'ai fait mon alternance chez Dassault Aviation. J'ai commencé ma carrière donc, à la DGA en tant qu'acheteur négociateur dans le domaine aéronautique sur le programme Rafale, donc au sein d'une unité de management, comme c'est souvent le cas pour les jeunes commissaires sortis d'école. Ils sont souvent affectés dans le cœur du réacteur, dans une des unités de management de la DGA. Donc pour ma part, j'étais acheteur sur le programme Rafale. La finalité de ces missions-là, c'est évidemment de passer des marchés. Alors, en l'occurrence, sur le Rafale, de passer des marchés de gré à gré, c'est-à-dire des marchés négociés avec les industriels, donc les quatre gros du domaine pour ce qui concerne le Rafale, avec qui j'ai travaillé, donc Dassault, Thales, MBDA et Safran, mais aussi avec des entreprises plus petites de type PME. Pour effectuer ces missions, l'acheteur à la DGA, il est intégré dans une équipe pluridisciplinaire de projet, puisque la DGA est constituée en mode projet. Donc, on retrouve dans cette équipe pluridisciplinaire un manager, un spécialiste de la qualité, un financier, un acheteur, un ou plusieurs experts techniques, et cette équipe dialogue en permanence avec les forces qui ont exprimé le besoin et qui utilisent ou utiliseront le matériel. Donc ça, c'était le premier poste que j'ai tenu en sortie d'école. Ensuite, j'ai rejoint le secrétariat général pour l'administration, qui est donc un des trois autres grands piliers du ministère des Armées. Et au sein du SGA, donc du secrétariat général pour l'administration, j'ai occupé différentes responsabilités, toujours dans le domaine des achats. Donc là, j'étais plus sur des achats programmes d'armement, mais j'étais sur des achats beaucoup plus courants, avec la mise en œuvre plus classique du Code des marchés publics. J'ai d'abord été chef d'une section qui avait pour rôle d'acheter les marchés de formation, de passer les marchés de formation au profit du ministère. Donc là, j'encadrais une dizaine d'acheteurs et on passait les marchés au profit de toutes les entités du ministère, donc ce qui permettait d'avoir une grande ouverture sur tout le ministère, après avoir eu une ouverture plutôt sur le monde industriel, donc plutôt hors ministère, sur mes premières fonctions d'acheteur aéronautique. Ensuite, toujours au SGA, j'ai pris les fonctions d'adjoint en chef du bureau des marchés de prestations intellectuelles. Donc là, il s'agissait notamment d'acheter les prestations de conseil, là encore au profit de toutes les entités du ministère, et donc souvent au profit des hautes autorités, voire des très hautes autorités du ministère. Et là, j'encadrais une équipe d'une quinzaine d'acheteurs. Et j'avais sur ce poste les fonctions de représentant du pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire que je signais les marchés jusqu'à 160 000 € TTC. Après mon affectation au sein du SGA, je suis revenu à la DGA. Alors non plus sur un poste d'achat, mais sur une deuxième dominante métier, en l'occurrence les finances, le budget, puisque je suis devenu adjoint au responsable finance du programme Rafale. Donc là encore au sein d'une unité de management, avions de chasse et équipement, ex-UM Rafale. Elle avait changé de nom entre-temps, puisqu'elle s'occupe également de la rénovation à mi-vie du Mirage 2000D. Alors pour ceux qui ont fait des finances publiques, ça vous parlera un petit peu. Dans cette cellule,
On traitait donc, alors lorsque je suis arrivé, j'ai participé à la fin de la préparation de la loi de programmation militaire 1925 sur les aspects qui étaient pilotés par l'unité de management avions de chasse et équipement. On intervenait évidemment tous les ans sur le projet de loi de finances, sur les suivis de gestion, sur les questions parlementaires, etc., etc. Donc, donc une unité de management sur laquelle on gérait un budget d'un peu plus d'1 milliard d'euros chaque année. Donc extrêmement conséquent. Et à l'issue de ce poste à la DGA, eh bien, j'ai intégré en septembre dernier la direction centrale du commissariat des armées, donc sur un poste de chef de section budget. Donc là encore, dans le domaine budgétaire, où notre rôle là, c'est de piloter le budget qui est sous la responsabilité du commissariat des armées, c'est-à-dire le budget de soutien du fonctionnement des métiers du SCA, les dépenses habillement, les dépenses de soutien de l'homme, la restauration et le transport. Donc mon parcours jusqu'à présent s'est articulé autour de trois compétences principales, hein, les achats, le management et les finances. Pour ce qui concerne l'axe opérationnel, alors j'ai eu l'occasion, lorsque j'étais à la DGA, de faire différentes choses, et notamment de participer à la campagne d'essai du Rafale Marine sur le porte-avions Charles de Gaulle, donc qui regroupait bien les industriels du domaine, hein, qui interviennent sur le Rafale, les personnels de la DGA et les utilisateurs, hein, les opérationnels. Et donc, c'était l'occasion de voir la mise en œuvre opérationnelle des équipements sur lesquels j'avais travaillé en tant qu'acheteur. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant et utile de pouvoir discuter in situ avec les opérationnels afin d'essayer tous ensemble de faire progresser les matériels. Donc ça, c'est un souvenir extrêmement marquant. Pour conclure, ce que je retiens de la particularité de l'ancrage armement, eh bien, c'est évidemment une forte ouverture sur le monde industriel, puisque là déjà, c'est une institution qui, je pense, a pas son pareil au sein du ministère des Armées. On attend d'un commissaire armement au sein de la DGA assez vite une expertise forte dans son domaine de compétences, puisqu'il est intégré dans une équipe pluridisciplinaire de programme, et qu'à ce titre, il est vu comme étant l'expert dans son domaine de compétences. Donc il y a une mise en responsabilité rapide des jeunes commissaires qui sont intégrés souvent en unité de management, et ça permet de faire ses armes dans le cœur de métier de la DGA, qui est la gestion des programmes d'armement. Voilà. Merci, monsieur le commissaire principal. Alors, on va passer à la partie questions. Donc, moi, j'en ai reçu quelques-unes via le chat privé. J'aimerais tout d'abord répondre à une question qui me paraît vraiment très importante et qu'on m'a posée. C'est est-ce qu'on peut changer d'ancrage durant sa carrière? Et la réponse est non. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de bien choisir votre ancrage dès votre inscription au concours. C'est pas possible de choisir de changer d'ancrage en cours de carrière. C'est pourquoi on vous incite vraiment à vous renseigner dès maintenant. Et comme je le disais au tout début de la session, votre choix d'ancrage va vraiment déterminer vos premiers postes. Donc non, ce n'est pas possible de changer d'ancrage en cours de carrière. Voilà, je voulais simplement préciser cela. Alors, je vous propose du coup dès maintenant de répondre à quelques questions. On va commencer par l'ancrage terre. Donc voilà, on va faire par ancrage. Donc j'ai quelques questions à poser à la commissaire principale Anne-Laure. Donc tout d'abord la première qui est donc quelles sont les spécificités de l'ancrage terre vis-à-vis des autres ancrages? Alors, je dirais que c'est un ancrage qui est très tourné vers le soldat.
Voilà, le maître mot quand on est dans l'armée de terre, c'est vraiment le soldat, le bien-être du soldat, l'équipement du soldat. Voilà, c'est vraiment ça qui est au cœur des préoccupations du commandement et du coup qui doit être celle du commissaire dans toute l'amplitude du soutien qu'il peut apporter. Ensuite, c'est aussi très bien connaître l'opérationnel puisque on a des chefs quand on est dans l'armée de terre qui, eux, ne connaissent pas forcément toutes les spécificités du soutien, mais qui attendent de leur conseiller et du commissaire que lui, en revanche, connaisse l'opérationnel plutôt bien, voire très bien, voilà, qui en connaissent un peu les tenants et aboutissants. Et puis, comme je disais, c'est aussi un ancrage où on apprécie tout ce qui est dépassement de soi. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est un ancrage qui est, l'armée de terre est très friande de tradition et c'est quelque chose auquel ils sont très attachés. Tous les régiments par lesquels je suis passée étaient très fortement marqués par les traditions, avec un baptême de tradition qui était un passage obligé et important pour que par la suite ça se passe très bien. Et puis, petite particularité, mais qui convient quand même d'évoquer, c'est que l'armée de terre n'est pas forcément l'armée et l'ancrage le plus féminisé, mais ça n'empêche absolument pas de trouver sa place. La preuve en est. Merci pour votre réponse. J'en ai également une autre qui vous est adressée. Comment se passe la première affectation en sortie d'école, donc au sein d'un régiment? Alors, ça se passe bien. On y survit. Donc, bon, moi, c'était encore un portage où on faisait 2 ans. Donc, j'ai fait mes 2 années de lieutenant en régiment, donc au 1er régiment de tirailleurs, qui est un régiment d'infanterie mécanisé. Donc, voilà, quelque chose pas du tout forcément auquel on est habitué et auquel on s'y attend, même après avoir fait une scolarité, pour ma part, à Coët-Quidan, donc très, très ancrée sur l'armée de terre. Alors, donc, moi, j'étais au bureau opération instruction, donc à l'état-major, en charge de tout ce qui était soutien et aussi sur les questions, quelques questions opérationnelles. Encore une fois, ça s'est bien passé parce que j'avais à cœur les traditions, qui étaient un passage très important, comme je l'ai évoqué. Et puis, parce que voilà, il fallait une certaine ouverture d'esprit sur comment fonctionne le régiment, quelles sont ses attentes et comment faire le lien entre le soutien, et c'était la création des bases de défense, donc quelque chose qui se mettait en place et qui pouvait paraître assez éloigné, et donner du concret à ce soutien et lui donner une rapidité et une efficacité dans sa mise en œuvre. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les perspectives de carrière dans l'ancrage terre? Alors, donc en sortie d'école, c'est un début de carrière qui est principalement tourné vers l'armée de terre, donc avec un premier poste en régiment. Ensuite, pour le deuxième poste, alors là, ça peut être un petit peu plus ouvert, ça peut être toujours dans l'armée de terre, mais dans des unités assez diverses. Ça peut être la sécurité civile, ça peut être la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ça peut être outre-mer, comme moi j'ai eu l'occasion de le faire en régiment du service militaire adapté. Ça peut aussi être dans le SCA, donc dans les groupements, notamment en groupement de soutien, un premier poste là-dedans. Et puis par la suite, ça va être des postes, on va tout doucement aller plus vers de l'interarmée, plus vers de l'état-major et de la direction centrale, soit état-major de l'armée de terre, soit état-major des armées, et puis direction centrale du SCA. Et après, le but, c'est d'alterner vraiment des postes et en interarmée, dans le SCA ou hors du service du commissariat des armées, et puis des postes dans l'armée de terre, voilà, à différents niveaux, donc en régiment, en brigade, en état-major, voilà, dans les différentes strates de commandement de l'armée de terre. Est-ce qu'il y a un commissaire des armées dans chaque régiment? Et est-ce qu'un commissaire des armées peut être amené à occuper un poste de chef de section? Alors, pour le moment, il n'y a pas de commissaire dans tous les régiments. On n'est pas suffisamment nombreux en jeunes commissaires d'ancrage terre en sortie d'école pour en mettre un dans chaque régiment. Maintenant, ça change chaque année sur les régiments qui accueillent des commissaires et c'est très varié. Il y a des régiments d'infanterie, il y a des régiments de cavalerie, il va y avoir des régiments de l'aviation légère de l'armée de terre. On va vraiment avoir toutes les armes de l'armée de terre qui sont à même d'accueillir un commissaire en régiment. Et ce commissaire en régiment,
de par sa fonction de chef de section de la section de coordination administrative et budgétaire, se retrouve chef de section, donc là, en partie état-major, mais peut également, de par sa formation, puisque quand on sort de l'école, on a une formation de chef de section pro-terre, donc on va dire le b.a.-ba de la militarité, et donc peut également se retrouver être chef de section. Typiquement, certains ont pu être chef de section sur Sentinelle, par exemple. Merci, commissaire principal. On va passer sur l'ancrage marine, donc avec le commissaire principal Alexis. Monsieur le commissaire principal, donc j'ai quelques questions à vous poser, notamment qu'on vient de m'envoyer à l'instant. Une question très importante. Combien de temps, en moyenne, durent les missions en mer? C'est très variable. C'est très variable. Ça dépend du programme du bâtiment, ça dépend de l'actualité. Ça dépend. Enfin, moi, j'ai fait des sorties en mer qui allaient des périodes de mer qui allaient de 24 heures à 5 mois et demi. En gros, la règle, c'est quand on navigue à proximité de Toulon, notamment pour de Toulon ou de Brest ou du port-base de façon générale, notamment pour l'entraînement, c'est de la sortie à la semaine. Enfin, on part le lundi matin et on rentre le vendredi après-midi. Quand c'est des déploiements opérationnels, ce qui est la raison d'être de la marine, pour le coup, c'est beaucoup plus variable. On est plutôt dans la gamme 2 à 6 mois. Ça dépend des périodes, de l'éloignement du théâtre. Quand on va en Méditerranée orientale, il faut quelques jours pour aller sur le théâtre, donc ça peut aller assez vite. Quand on va en zone maritime de l'océan Indien, déjà il faut passer Suez, et le temps d'être en océan Indien, il y a évidemment un peu plus de mer, et là les déploiements sont plus longs, mais en gros, les déploiements opérationnels, ça oscille entre 2 et 5 mois en situation normale, parce qu'il arrive que le programme des bateaux soit soumis aux aléas de l'actualité, et si on nous reporte un pêcheur en situation de pêche illicite dans les eaux territoriales françaises, et ben, ça peut aller... déjà, on peut partir très vite, et puis ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Enfin, moi, j'ai connu tout un tas d'appareillages d'urgence. Enfin, l'exemple du pêcheur dans les eaux territoriales françaises est vécu. On a aussi appareillé avec le Floréal sur alerte pour aller suite au crash du vol Yemeni Airlines en 2009. Récemment, il y a des frégates toulonnaises qui ont appareillé des frégates anti-sous-marines qui ont appareillé parce qu'on avait besoin de faire quelques vérifications dans les approches maritimes françaises. Voilà. Enfin, c'est très aléatoire, mais la réponse, en gros, c'est quelques jours à l'entraînement et en opération entre 2 et 4 mois. Très bien. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver. Donc, j'ai Gaëlle qui demande jusqu'à quel grade maximum on peut espérer évoluer en tant que, à quel grade maximum, si j'ai bien compris la question, on peut partir en mer. Est-ce qu'à un moment donné, les missions en mer sont plus limitées ou... Alors, la règle dans l'ancrage marine, c'est que la première, voire souvent la deuxième affectation, sont des affectations embarquées. Donc, on est 2 gallons pendant les 2 premières années et 3 gallons ensuite. Donc ça, c'est le lot commun. Enfin, en tout cas, c'est une situation courante dans l'ancrage marine. Ensuite, tous les commissaires frégates sont 2 ou 3 gallons. Et après, les commissaires de porte-hélicoptère amphibie sont des postes à 4 gallons. Ça a été mon cas. Et le commissaire du porte-avions est un commissaire en chef de 2e classe, donc un commissaire 5 panachés. Donc qui est 5 panaches et qui est embarqué sur le porte-avions. Voilà. Donc les 2 premières affectations, 2-3 gallons en sortie d'école, sont des affectations embarquées. Ensuite, les affectations sur porte-hélicoptère amphibie, puis sur le porte-avions, sont plutôt sur la base du volontariat, parce que
parce que les conditions familiales, notamment, sont plus forcément les mêmes quand on arrive dans les bons créneaux et que voilà, enfin, c'est sur la base du volontariat, mais la réponse, c'est entre 2 galons en sortie d'école et 5 panaches quand on est commissaire du porte-avions. Très bien. J'ai une autre question également, donc toujours par rapport aux missions en mer. Combien de fois peut-on espérer embarquer durant une carrière? Ça dépend de vos aspirations, des souhaits que vous exprimez auprès du gestionnaire, donc du DRH, et des besoins de la marine notamment. La règle, c'est affectation embarquée en sortie d'école, voire affectation embarquée en deuxième affectation. Donc, sachant que je précise que quand vous êtes affecté sur un bâtiment, vous êtes, tous les matins, vous allez travailler sur votre bateau quand votre bateau est à quai. Et si le bateau part en mer, vous êtes sur votre bateau. Enfin, vous n'avez pas des bureaux à terre quand le bateau est à quai et des bureaux en mer quand le bureau est en mer. Encore que ça pourrait se discuter avec les doubles équipages. Mais enfin, le principe, c'est que les deux premières, la première affectation et souvent la deuxième sont des affectations embarquées. Et ensuite, il y a eu éventuellement une affectation comme commissaire de porte-hélicoptère amphibie et une affectation comme commissaire du porte-avions. Donc, les affectations embarquées, c'est une ou deux fois la plupart du temps. Puis, pour certains d'entre nous, 3 embarquements, voire 4. Mais ça fait l'objet d'un dialogue avec le gestionnaire, notamment quand on commence à avancer un peu dans la carrière. Évidemment, on exprime des souhaits et le gestionnaire concilie ça avec les besoins de la marine. Merci, monsieur le commissaire principal. On va passer à l'ancrage R avec le commissaire principal Claire. Alors, ma première question déjà, alors j'ai quelqu'un qui m'a demandé si votre cursus dans le domaine du droit vous a aidé à obtenir le concours déjà. Alors, j'ai envie de dire, le concours, il est assez ouvert, donc je pense que ça m'a peut-être aidé parce que j'ai choisi l'option droit public et voilà, mais en fait, je pense que tout parcours universitaire ou dans une école au préalable cible très bien les objectifs que l'on attend du concours. Donc, je pense que mon cursus le permettait, mais que ce n'était pas forcément le droit qui était la condition obligatoire pour réaliser le concours. Je dirais que par la suite, c'est plus le droit qui m'a aidé dans des affectations à pouvoir obtenir certains postes, notamment de contrôle juridique, ou de pouvoir avoir peut-être des mécanismes et puis de trouver certaines solutions pragmatiques à des moments donnés de ma carrière. C'est peut-être plus à ce moment-là que le droit m'a servi, mais pas pour avoir le concours. Alors ça, c'était une question un petit peu plus en parallèle des ancrages. Donc, par rapport à l'ancrage R, est-ce que vous pouvez nous expliquer les responsabilités et les missions d'un commissaire sur une base aérienne lors de son premier poste? D'accord, donc les postes ont évolué, comme vous l'avez compris, il y a eu, par rapport aux différentes expériences qu'on a pu vous présenter, tous les ancrages, il y a eu une vague d'interarmisation au début des années 2010. En fait, les commissaires sont devenus un peu plus interarmés. Donc, en fait, ce que j'ai fait en sortie d'école, moi, c'est plus tout à fait la même chose que ce qui se fait maintenant. Donc, je vais parler uniquement de ce qui se fait maintenant. À l'issue de la scolarité, les ancrages R vont aller sur des bases aériennes, on va appeler ça des BISMA. Ce sont des bureaux interface des soutiens. Et donc, ils vont être focalisés sur des missions d'achat au profit d'escadrons, vraiment l'administration et le soutien des escadrons et des unités de l'armée de l'air sur la base aérienne. Donc, ça peut être intervenir sur des problématiques locales de droit aérien, ça peut être la mise en place de matériel permettant le soutien de ces unités-là. Donc, ça peut aller... Bon, voilà, tout ce qui est nécessaire à la vie en escadron. Voilà, donc il n'y a pas du tout d'achat d'aéronefs autres, puisque c'est laissé à la DGA, bien sûr. Ça va être le suivi des contrats passés au profit de l'armée de l'air sur le site, et puis tout le suivi des crédits de l'armée de l'air, donc l'aspect suivi de l'exécution financière, et vraiment l'interface entre toutes ces spécialités, puisque dans l'armée de l'air, peut-être un petit peu contrairement aux autres armées, chaque personnel est très spécialisé dans son domaine. Donc bien sûr, on est commissaire,
on est militaire, pardon, mais il va y avoir les pilotes, les mécaniciens qui permettent le soutien et le maintien en conditions opérationnelles des équipements. Il va y avoir tous les agents liés à la sécurité incendie sur le site. Et en fait, toutes ces unités sont très particulières. Il va falloir soutenir l'ensemble de ces unités pour faire fonctionner la totalité d'un escadron. D'où cette nécessité d'être polyvalent et de bien comprendre les fonctions de socle de base, à savoir l'achat, l'administration du personnel et les finances, pour un petit peu être le chef d'orchestre de toutes ces unités-là. Est-ce que vous pouvez nous partager votre meilleur souvenir passé en lien avec votre ancrage? Alors, je vais en avoir deux parce que je pense qu'il va difficilement pouvoir choisir. Je pense que chaque commissaire ici est très attaché à son ancrage et qu'on se fait tous nos expériences. Moi, pour ma part, c'est le premier tir-fusée que j'ai vu en étant à Kourou, en soutenant l'escadron d'hélicoptères Fennec qui assurait cette fameuse bulle de protection. Et la première fois qu'on voit un lancement d'Ariane 5, forcément, ça remue un petit peu. C'est quelque chose qui restera marqué. Le premier, après, j'ai eu l'occasion d'en voir plusieurs. Et le second, lors de ma mission avec la Patrouille de France, j'ai été intégrée dans la Patrouille de France. Donc, pour des raisons opérationnelles, j'ai dû monter en place arrière d'un des avions de la Patrouille de France et j'ai survolé le Golden Gate à San Francisco. Ça reste un moment très fort où, quand on rentre dans l'armée, on ne pense même pas qu'un jour, on peut nous proposer ce type de mission. Et c'est un peu ça qui est fort dans l'armée, dans le métier de commissaire et du commissariat de l'armée de l'air, c'est qu'il y a énormément d'opportunités très différentes par rapport aux unités aéronautiques que l'on va soutenir, si c'est un escadron de transport, un escadron de chasse ou autre. Et du coup, on va avoir des expériences très enrichissantes, complètement atypiques, qui vont s'offrir à nous et il faut les saisir. Merci, le commissaire principal, de nous faire partager tous ces bons souvenirs. Alors, on va passer à l'ancrage santé, donc avec le commissaire principal Jérôme. Alors, vous avez répondu à pas mal d'éléments par rapport à l'ancrage santé directement dans votre présentation. Mais une question qui mérite d'être posée, donc c'est la suivante. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir fait des études dans le domaine de la santé pour pouvoir prétendre à choisir l'ancrage santé? Bon, à mon avis, je pense que ce n'est pas nécessaire. Parce qu'on a une formation qui est très bien faite à l'école du Val-de-Grâce à l'issue de la première année de Salon-de-Provence. Au cours de cette formation, les professionnels commissaires ancrage santé viennent expliquer les différents métiers. Et puis, il y a un stage au niveau de l'école des hautes études de santé publique, à Rennes, qui est l'école qui forme les directeurs d'hôpitaux. Voilà. C'est un stage qui dure 3 mois et c'est à cette occasion qu'on obtient la spécialité et qu'on approfondit toutes les connaissances en santé publique. Voilà. Donc c'est toujours bien d'avoir quelques connaissances en santé publique, mais ce n'est pas nécessaire. Je trouve que la formation est bien faite. Voilà. Alors, merci pour votre réponse. J'ai une autre question. Est-ce qu'un commissaire d'ancrage santé exerce les mêmes fonctions qu'un directeur d'hôpital dans la fonction publique hospitalière? Alors, en tout cas, pas exactement, puisque le directeur d'un établissement en fin de carrière est plutôt du niveau d'un médecin-chef. Mais en tout cas, dans ces premières années, le commissaire ancrage santé tient à peu près les mêmes postes, les mêmes métiers que les jeunes directeurs. Alors, je m'explique. Il y a à peu près donc, toutes les spécialités qu'on retrouve à l'hôpital, notamment les finances, les RH, le contrôle de gestion, l'aide à la décision, etc. Voilà. Le métier est à peu près équivalent. Quand j'étais à l'hôpital Percy, on avait tous les ans un stagiaire directeur qui venait passer 6 mois donc en immersion à l'hôpital militaire. Voilà.
Merci, monsieur le commissaire principal. On va terminer avec l'ancrage armement, donc avec le commissaire principal Romain. Donc là encore, on m'a posé une question qui est assez importante et à laquelle je pense qu'il faut apporter une réponse. Donc on a un de nos participants qui a contacté l'un de nos ambassadeurs qui est d'ancrage armement, et cet ambassadeur, ce commissaire, était en civil. Donc la question est, est-ce que le côté militaire, est-ce que la militarité est marquée dans l'ancrage armement, peut-être plus sur certains postes que dans d'autres? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors, effectivement, à la DGA, la militarité ne s'exprime pas comme dans les forces. C'est une institution dont le fonctionnement, finalement, est assez proche de celui d'une grande entreprise privée, je dirais. Il y a une véritable recherche d'efficacité. J'ai tendance à penser qu'il y a un petit peu moins de lourdeur administrative que dans d'autres entités du ministère. Et effectivement, les personnels militaires de la DGA, donc que ce soit les ingénieurs de l'armement, qui pour la plupart ont fait Polytechnique, puisque le corps des ingénieurs de l'armement, c'est un des grands corps de sortie de l'X, ou que ce soit les autres ingénieurs militaires ou les commissaires d'ancrage armement, on sert en civil lorsque l'on sert au sein de la DGA, que ce soit à Bala, en direction à Paris, ou que ce soit dans les centres experts en province. Ce qui, je pense, est important de noter, c'est que les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. La hiérarchie se manifeste pas tout à fait de la même manière, parce que le tutoiement est plutôt la règle au sein de la DGA. On va très facilement tutoyer un chef qui vous tutoie. Enfin, ça pose absolument aucun problème. Et ce qui signifie pas qu'il n'y a pas de respect hiérarchique, ou ce qui signifie pas que les rôles de chacun soient pas bien définis, au contraire. Mais effectivement, c'est une institution dans laquelle, pour répondre à votre question, on sert en civil la plupart du temps, sauf dans certaines réunions en interarmée ou ce genre de choses, ou pour certaines cérémonies ou à certaines occasions particulières. Là, on va revêtir l'uniforme, puisque le commissaire, bien qu'ancrage armement, est un commissaire et un militaire, au même titre que ses camarades. Comment se passe la première, voire les 2 premières affectations en sortie d'école? Parce que pour l'ancrage armement, c'est particulier, donc je pense que vous pouvez en dire 2 mots sur les 2 affectations en sortie d'école. Oui, alors les principaux métiers qui s'offrent aux jeunes commissaires qui sortent d'école, ce sont les achats. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire être affecté en tant qu'acheteur-négociateur dans une unité de management de la DGA, donc être affecté sur un programme d'armement. Pour ma part, j'avais été affecté sur le Rafale, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais on peut être également affecté sur tous les autres programmes d'armement de la DGA, qu'il s'agisse des bâtiments de la Marine nationale, des véhicules terrestres, des satellites, des différents missiles, etc., etc. Enfin, le champ de compétences de la DGA est extrêmement large. Donc, en règle générale, les premières affectations se font au sein d'une unité de management, et donc au sein ce qu'on appelle d'une équipe pluridisciplinaire de projet. Donc, on va être l'acheteur ou le financier ou le spécialiste management de la qualité du programme en question. Et à ce titre, on va très vite développer une expertise métier, et on va pouvoir très vite valoriser un métier. On est vraiment vu comme assez vite comme le sachant dans son domaine d'expertise. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Merci, monsieur le commissaire principal. Alors, on va s'arrêter là parce que le temps file. Donc, je remercie l'ensemble de nos intervenants d'avoir été disponibles ce soir et d'avoir répondu aux questions. Alors,
questions n'ont pas pu avoir des réponses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre adresse de recrutement, donc via laquelle on vous a écrit donc, pour l'organisation de ces sessions virtuelles. Comme abordé tout à l'heure, vous pouvez également contacter nos ambassadeurs. Donc, je vais vous mettre la petite slide. Ce sera plus simple pour vous, voilà, si vous voulez prendre quelques notes. Donc voilà, comme je le disais, quelques questions n'ont pas eu réponse, donc vous pouvez nous contacter à l'adresse service recrutement, donc qui est mentionnée en bas à droite, écrire à nos ambassadeurs. Je vous annonce également en avant-première, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette plateforme. Nous allons arriver du coup sur la plateforme My Job Glasses. Donc, My Job Glasses, c'est une plateforme qui permet à des étudiants comme vous de contacter des professionnels. Donc, nous serons représentés par 25 commissaires des armées. Donc voilà, on arrivera sur My Job Glasses, normalement c'est prévu donc fin février. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous et nos ambassadeurs. Pour information également, donc cette session sera enregistrée et vous sera proposée en podcast. Donc d'ici quelques jours, on l'espère. Je vous invite bien évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, vous les avez listés à gauche, notamment donc voilà, LinkedIn, Instagram. Instagram, on met des informations de l'actualité sur les concours, les offres d'emploi, vraiment tous les jours. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à nous contacter également sur Instagram. On répond aux messages. Voilà, donc... N'hésitez également à aller voir notre petite vidéo de recrutement pour écouter le son. Ce sera, je pense, bien meilleur que sans son. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis donc sûrement à demain ou à jeudi pour ceux qui souhaitent, pour ceux qui vont participer aux sessions qui porteront du coup sur les concours et la scolarité à l'école des commissaires des armées. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée.